à créer SmartChain. Ouais. Merci David et bonjour à tous. Après cet éloge et ces titres, c'est vrai que en fait, j'ai juste un parcours où j'ai fait de l'économie et l'économie principalement sur les monnaies. C'est comme ça que je suis rentré dans le Bitcoin, c'était par l'aspect monétaire. Et en fait, c'est peut-être ma grande différence avec beaucoup d'autres personnes de SmartChain et d'autres membres de l'écosystème, c'est que beaucoup de personnes sont arrivées par l'angle technique et technologique. Alors moi, j'ai dérivé vers l'angle technique et technologique qui est important, bien sûr, mais je suis arrivé par l'angle monétaire et du coup, j'aborde pas vraiment la blockchain de la même façon que d'autres de mes collègues et associés, par exemple, et ainsi que les partenaires. Et donc, j'explique pas forcément la blockchain de la même manière. D'ailleurs, je donnerai ma propre définition et vous verrez que même si c'est le même concept, c'est la même idée, en fait, les cas d'usage sont différents et l'interprétation de ce qu'on peut en faire est parfois différente. Donc, en quelques mots sur moi, donc moi, en effet, j'ai d'abord travaillé en banque. C'était principalement du corporate banking où j'étais chef de projet, directeur de projet blockchain et innovation. Et j'avais aussi une casquette sur les projets à impact. Et donc, je faisais le lien. Et pour moi, la blockchain permettait aussi de développer des projets à impact. J'y reviendrai tout du long, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui nous tient à cœur. C'est aussi le fait de construire des nouveaux modèles plus vertueux. Et la blockchain est une des solutions. Ce n'est pas la seule, évidemment. Ce n'est pas la réponse à tout, mais qui permet de déployer des modèles, ce que j'appelle des modèles incitatifs, c'est-à-dire des modèles à impact positif. Et donc, suite à cette expérience et cette expérience en banque, on a créé SmartChain il y a 2 ans. Et SmartChain, c'est quoi en 2 mots? C'est entre le centre de recherche et le cabinet de conseil qui fait du développement sur les blockchains. On a quand même 2 spécialités. C'est que, on fait que de la blockchain et de la blockchain publique. C'est un vrai choix de positionnement depuis très longtemps. Aujourd'hui, ça paraît plutôt évident, mais il y a 2 ans, il y avait encore beaucoup de blockchains de consortium. C'est vrai, j'avoue. Et oui, on les entend beaucoup moins. Oui, j'avoue aussi. Mais c'était, voilà, à l'époque, c'était quand on disait ça, tout le monde nous disait, mais quel est le marché, quoi. Et c'est vrai qu'il y a 2 ans, il n'y avait pas forcément de marché. Et la deuxième promesse, le deuxième critère de positionnement, c'est on est assez focus sur les blockchains proof of stake. Parce qu'on pense que c'est une très bonne façon de sécuriser la blockchain, ça a plein d'atouts. On dit que c'est un très bon consensus, mais ça va au-delà du consensus. Et donc, on travaille spécifiquement sur plusieurs blockchains, principalement Tezos, Cardano, Algorand, qui sont un peu nos 3 gros focus, et toute la technologie Solidity qui travaille sur du proof of stake. Donc évidemment Ethereum 2.0 et d'autres, parce que c'est assez large, et des Layer 2 qui utilisent Solidity. Donc c'est ce que je disais à David, on a un peu grandi avec l'écosystème qui est en train de devenir mature aujourd'hui. Et donc on est passé de quelques passionnés à maintenant 40 personnes à Paris. Et on travaille aussi beaucoup avec les personnes de notre écosystème pour construire les enjeux de demain avec la DeFi, la finance décentralisée, et les blockchains, les protocoles eux-mêmes, sur lesquels on travaille pour améliorer la partie tooling, la partie infrastructure, la partie protocole sur certaines blockchains. Donc, on y contribue à notre petit niveau, parce qu'on est une petite team de chaque blockchain par rapport aux grosses équipes. Donc voilà en quelques mots sur moi et sur SmartChain. Et peut-être avant de te repasser la parole, David, la grande spécificité dans nos valeurs, c'est qu'on a toujours voulu faire de la blockchain pour accompagner des changements positifs pour le monde. Alors, ça fait toujours un peu Miss France quand je le dis, mais en fait, on voit qu'on a les moyens dans notre écosystème d'avoir un impact, d'avoir une proposition de valeur qui est déclinable très rapidement, et en fait d'avoir des effets quand on développe des technologies et quand on choisit des modèles très rapidement, et peut-être plus que dans d'autres secteurs ou d'autres entreprises de notre taille. Donc ça, c'est très important. Et donc, en fait, cette tech for good, entre guillemets, elle est beaucoup plus palpable dans nos projets parce qu'on peut apporter une touche, on peut apporter des choses assez concrètes. Donc, je donnerai des exemples au fil de l'eau avec des projets, mais je trouve que s'il y avait quelque chose à retenir, c'est que ces modèles à impact au niveau de la blockchain, ils sont balbutiants. C'est un cas d'usage qui est plus complexe que les premiers modèles financiers, même si ça en découle, qui sont la DeFi. Mais c'est des modèles qui vont, à mon avis, arriver à leur terme dans les 2 à 3 ans. Et en fait, on aura un choix, un peu un duo de propositions ou des propositions qui seront des propositions, les métaverses avec les NFT. Moi, je vous encourage vraiment à regarder la keynote de Facebook
avec Meta de Zuckerberg, elle dure 1h20, vraiment regardez-la, c'est incroyable. Et en fait, c'est une proposition de valeur qui est plutôt assez centralisée, assez corporate, qui se dit responsable, mais qui a certaines limites, qui va être très intéressante. Une autre proposition qui va être les stablecoins et les euros numériques et les monnaies numériques de banque centrale. Et au milieu, la conviction, c'est qu'il y a sûrement des propositions de valeur pour des systèmes, des Linux open source décentralisés avec des propositions de valeur que chacun peut construire. Et là, c'est la thèse des personnes qu'on développe et des personnes qu'on conseille à SmartChain. C'est qu'il y a un juste milieu entre les projets de stablecoin et les projets corporate dans la blockchain, qui sont des propositions de valeur sur des nouveaux modèles décentralisés et plus vertueux. Voilà en quelques mots le why. Excellente intro, merci beaucoup. Tu nous as parlé aussi tu nous as parlé de quelques projets qui pourraient montrer un petit peu justement, rentrer un peu aussi dans le vif du sujet sur l'impact et l'impact vertueux dont évoqué. Est-ce que tu pourrais, en tout cas tu nous as donné bien l'eau à la bouche, tu pourrais un petit peu élaborer s'il te plaît? Oui, bien sûr. Alors, le problème de dire impact, c'est que c'est un mot qui est presque galvaudé aujourd'hui. C'est-à-dire que qu'est-ce que l'impact? Donc l'impact, on est d'accord, il peut être positif ou négatif, mais qu'est-ce que vraiment l'impact? Comment on le mesure, cet impact? Parce que si on ne sait pas le mesurer, ce n'est pas vraiment de l'impact. Comment on l'évalue? Qui l'évalue? Et dans quels critères d'impact il existe, il évolue? Et en fait, nous, on est focus sur deux grands domaines. Et il y en a un qui est beaucoup plus adressable à notre écosystème, mais l'autre, il est beaucoup moins. Et notre pari, c'est qu'on va réussir à faire le lien entre le premier modèle des impacts, qui sont les impacts sociaux, sociétaux, qui sont les impacts et les promesses financières de la blockchain. Donc le fait d'avoir de la finance décentralisée, le fait d'avoir de la bancarisation de personnes, c'est des promesses qui aujourd'hui sont en train d'être atteintes et d'être réalisées par les différents projets de l'écosystème, qui sont à des stades de maturité très early, hein, c'est balbutiant la DeFi dans la blockchain, mais ça va tenir ses promesses de façon assez simple parce que c'est les cas d'usage naturels. C'est-à-dire que le cas d'usage financier dans la blockchain est un cas d'usage qui fait extrêmement sens et qui est très simple parce qu'il se nourrit d'informations du monde numérique. Il se nourrit du ledger de la blockchain. C'est très facile de créer un token, de créer des smart contracts, de créer des pools de liquidités, de faire des échanges sur ces pools de liquidités, d'apporter de la liquidité sur ces pools, de faire du farming sur ces pools de liquidités. Enfin, voilà, toute cette DeFi-là, en fait, elle est en train d'exister en termes de briques technologiques et d'infrastructures. Et après, il y aura des cas d'usage qui vont être des assurances décentralisées, qui vont être des cas d'usage de meilleure répartition de la valeur avec des modèles de gouvernance. Mais ces cas d'usage Juste, excuse-moi, je me permets de t'interrompre parce que c'est vrai que je ne vous ai pas dit à tous, n'hésitez pas à poser vos questions. Oui, bien sûr. Peut-être que pour certains, il a utilisé des mots barbares. Aujourd'hui, on commence à être familier au sein du groupement des termes un petit peu DeFi. Mais Oui. est-ce que tu peux quand même me rappeler, tu as parlé de farming, de staking, tous ces concepts de DeFi en des mots simples à Oui. nos éditeurs, s'il te plaît. Oui, tu as raison c'est vrai que Non, mais c'est vrai qu'on on n'a perd pas l'habitude le Non, mais tu réflexe. as raison de me reprendre sur ça. Donc, je vais les expliquer, mais l'idée, c'est pas forcément de tout comprendre, tous les termes. Il faut plutôt pratiquer pour comprendre. Et en fait, c'est extrêmement simple parce que la blockchain n'a rien réinventé. Elle réutilise des concepts financiers assez classiques sur lesquels elle apporte de l'efficience et de la liquidité. Mais il y a différentes façons d'interagir dans la DeFi, dans la finance décentralisée. Il y a la première partie, c'est le staking. C'est le livret A dans la crypto sur lequel on dépose des cryptos, des tokens sur un smart contract et ce smart contract te paye avec des rewards. Et donc, il y a différents niveaux de staking. Il y a du staking qui est du staking pour sécuriser le protocole et du staking qui est un staking de récompense dans les tokens. Je ne rentre pas dans le détail, mais en fait, c'est deux niveaux de staking qui ne veulent pas exactement dire la même chose. Et donc, après le staking, il y a le fait de pouvoir swapper et apporter la liquidité, donc faire un échange à la place de passer par une place de marché comme Binance. Il y a deux rôles. Il y a un rôle qui apporte la liquidité, donc qui met le même montant de deux paires, par exemple Bitcoin et Ethereum pour simplifier, qui les apporte dans une pool de liquidité. Et après, n'importe qui a un rôle de swapper, d'échangeur, peut utiliser cette pool de liquidité pour échanger l'un et l'autre. En fait, celui qui apporte la liquidité, en échange de prendre le risque de dévaluer l'un à l'autre, ce qu'on appelle l'impermanent loss, il gagne des rewards qui sont des frais, tout simplement. Ça, c'est incroyablement simple
et incroyablement complexe en même temps. C'est ça qui est incroyable. C'est que le concept est très simple, mais il y a plein de petites subtilités, et surtout, on n'est qu'au début de ce qui est en train de se construire. Et donc, ça, la thèse, chez nous, c'est on sait que ces briques d'infrastructure du monde décentralisé, côté cas d'usage financier, ce sont des cas d'usage qui vont émerger rapidement dans le monde réel. C'est notre thèse, parce que technologiquement, ils sont immatures, mais ils sont prêts. Donc ça, on y travaille beaucoup. On a construit plusieurs choses dans cet écosystème, comme un DEX, etc. Donc un DEX, c'est un DEX, c'est un exchange centralisé, tu fais bien de me reprendre en effet, ce qui permet justement d'échanger de la valeur sans tiers de confiance avec des rôles déterminés et une transparence sur l'apport de liquidité et sur les swaps qui sont faits, par exemple, pour simplifier. Et donc cet écosystème, j'insiste sur ça parce que c'est quelque chose dont on s'en est rendu compte assez récemment. Et ça fait partie de notre grosse thèse pour 2022, c'est que cet écosystème de cas d'usage financier qui explose aujourd'hui, qui a déjà explosé, il va arriver à maturité assez rapidement et il va être prêt pour exploiter des cas d'usage dans le monde réel et dans la vie courante. Parce que les banques et le système financier va s'en saisir. Et il est en train. Il y a des contraintes réglementaires, il y a des contraintes en termes d'inhérence, de liquidité disponible, etc. Mais on sent qu'ils comprennent le cas d'usage et qu'ils vont s'en saisir. D'ailleurs, ils sont en train, ils n'ont pas attendu. Donc ça, c'est la première thèse. Et j'insiste parce que c'est vraiment notre conviction, et c'est une conviction, on s'est rendu compte récemment que ça commençait à être prêt et que ça allait arriver très fort. Et la deuxième partie de l'impact qu'on a envie d'avoir aussi, c'est un impact, j'ai envie de le résumer par un impact environnemental. Et en fait, ce deuxième impact, ces mesures d'impact environnemental, c'est là où c'est extrêmement balbutiant, où très peu s'en saisissent, et on n'associe pas la blockchain avec la RSE, l'environnement aujourd'hui. Bien au contraire. Généralement, c'est dévoyé comme un outil qui consomme énormément, etc., etc. Alors déjà, ça consomme moins que ce qu'on pense, et il y a d'autres types de protocoles qui permettent de consommer moins. Ça, c'est la réponse un peu technique et technologique, mais c'est surtout qu'on peut associer l'outil blockchain pour, avoir des mesures d'impact. Ça, c'est un des projets dont je vais évoquer tout à l'heure. Donc, cette mesure d'impact. Et le deuxième sujet, c'est que cette mesure d'impact, en fait, on peut tokeniser beaucoup de choses, par exemple des critères, comme les ODD, qui sont des objectifs de développement durable, et on peut les mesurer, les brainstormer et leur apporter une valeur. Et donc, pour essayer de trouver une analogie qui n'est pas trop éloignée, on a beaucoup parlé des crédits carbone. Ça, c'est quelque chose sur lequel il y a eu beaucoup de fraude, avec cette grosse fraude à la TVA qui s'est passée, beaucoup d'abus, une mauvaise compréhension de ce qui est possible de faire. On pense que la tokenisation du fait de pouvoir mesurer l'impact sur des sujets très prédéterminés, c'est quelque chose sur lequel il y a des grosses opportunités qui vont se créer, qui vont permettre de participer au développement écologique et à la croissance du monde écologique de demain par les capitaux de la blockchain. Et en fait, cette donnée du monde réel, on sait qu'elle va faire le lien de façon très rapide avec le monde numérique. Parce que métaverse et parce que numérisation du monde qui est en train de s'accélérer, qui est déjà un état assez avancé, mais finalement, on ne produit que très peu d'informations du monde physique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui… Mais de toute façon, excuse-moi de te couper, mais en termes d'efficience énergétique, pour aller dans le sens, effectivement, tu as parlé à un moment de proof of stake et d'un certain nombre d'architectures blockchain. Donc, on passe du proof of work au proof of stake. C'est ça, et avec cette notion d'efficience énergétique aussi, et qui fait partie des valeurs de Smart Chain, qui fait partie de la culture et de l'impact que vous donnez, enfin du sens que vous donnez à vos actions au sein de Smart Chain. Exactement. Alors, nous, on n'est pas en frontal, c'est-à-dire qu'on n'a pas un discours qui dit que Bitcoin, c'est mal parce que ça pollue. Donc, ce n'est pas le discours. Je pense que Bitcoin résout un problème et c'est une façon intéressante de résoudre le problème tel que Bitcoin l'a formulé. Et c'est grâce à ça qu'on en est là. Donc, c'est intéressant. Par contre, on pense que si on devait créer la blockchain et le protocole en 2021 ou au XXIe siècle, en fait, il serait plus proche des protocoles de type Cardano, Tezos, Algorand, pourquoi pas Polkadot, pourquoi pas Elrond. Voilà. Même Avalanche, par exemple, sur lequel c'est extrêmement intéressant, il est en train d'exploser là, ces dernières semaines, parce qu'ils ont des propriétés qui sont extrêmement intéressantes. Il y a une vraie gouvernance et une proposition de valeur extrêmement intéressante. 2, le fait d'avoir des consensus, le fait d'avoir des résistances
pas mal de types d'attaques, je ne rentre pas dans le détail, mais qui sont apportés par ces protocoles de façon extrêmement rapide, avec ce qu'on appelle une finalité en quelques secondes, donc des transactions qui sont validées en quelques secondes. C'est extrêmement intéressant. Et troisièmement, le fait de pouvoir le faire avec des ressources de consommation électrique très faibles. Et pourtant, on a des preuves très solides en termes mathématiques de la fiabilité de ces systèmes. Et donc, on pense que le proof of stake, en effet, c'est une façon de protéger les blockchains qui va dans le bon sens en termes d'efficience écologique, mais aussi en termes de logique économique. Parce qu'il peut être bien plus puissant en termes de preuves que la preuve de travail quand on lui met des sécurités. Enfin, toute une question de paramétrage et de maturité de certains consensus. Donc, en effet, l'évolution technologique et le fait de voir de l'argent qui est massivement investi dans l'écosystème, parce que l'écosystème blockchain est très riche, parce que les protocoles ont des fondations qui ont des tokens, et parce qu'il y a une bulle qui est en train d'être construite sur la valorisation de certains projets, elle est positive à court terme, à moyen terme et à long terme, parce qu'elle va permettre de financer les progrès technologiques qui vont construire ces nouveaux protocoles de demain. Parfait, merci beaucoup. Alors justement, tu as continué à pointer du doigt et je t'ai coupé avec pas mal de questions entre-temps, Oui. mais tu as commencé à aborder certains projets. Est-ce que tu peux continuer? Alors, tu as abordé les cas d'usage, avec notamment la finance. Oui. Tu as parlé un peu d'environnement. Est-ce que tu peux nous parler des différents projets que Smart Chain aujourd'hui accompagne et ceux qui sont... Enfin, voilà, tu les mets en priorité, tu les ranges comme tu veux, mais en tout cas, ouais, c'est intéressant d'avoir ton avis un petit peu sur les projets qui existent aujourd'hui au sein de Smart Chain et puis de manière générale, l'écosystème, dans l'écosystème des infrastructures que vous avez. Même, on parlait de Tezos, on parlait d'Avax, Cardano. Bien sûr. Oui, parce que il y a un dernier point avant de prendre ta question, David, c'est qu'il y a un point que j'ai pas extrêmement. Enfin, je suis rapidement passé sur ce point, mais sur la partie identité. Parce qu'en fait, on a une problématique, c'est qu'aujourd'hui, il y a un monde de blockchain qui est un monde où aujourd'hui, on peut, de façon pseudonyme, avec une adresse, échanger dans la DeFi. À titre personnel, je trouve ça absolument génial, extrêmement efficace, même si l'UX est encore à améliorer, on a des parcours qui sont de plus en plus complets. Alors, pseudonyme, parce que on est obligé quand même de... C'est une adresse, donc il faut quand même avoir la notion de à qui correspond cette adresse, quoi. Exactement. En deux mots pour expliquer, quand on crée un compte sur blockchain, on a une paire de clés qui est la clé privée, qui est son mot de passe, qu'il faut conserver, et la clé publique qui après permet d'avoir une adresse, qui est un dérivé de la clé, qui est un peu le RIB, comme on dit souvent, qui permet de reconnaître les gens et de leur envoyer de l'argent. Et en fait, ce compte, la clé privée permet de mouvementer les fonds et la clé publique de recevoir les fonds. De façon, la clé publique et l'adresse publique qui est même un moyen de protéger la clé publique. Et donc, cette façon d'avoir construit la blockchain, qui nous vient de Bitcoin d'ailleurs, elle nous paraît extrêmement intéressante et très optimisée, parce qu'on a le bon niveau en termes de sécurité et d'efficacité. Par contre, dans un monde qui est un monde régulé, avec des contraintes de blanchiment, de jet de lavoir, etc., il y a un discours des autorités qui est ce monde-là n'est plus possible sans avoir une vérification de l'identité. Donc, en fait, il y a pas mal de techniques. Donc, on peut comprendre cette problématique, on peut être pour ou contre idéologiquement, mais l'idée, c'est OK, on va trouver des moyens technologiques de répondre à ces problématiques sans pour autant donner accès à des identités, parce qu'on a envie de se promener comme sur le web, avec une relative discrétion et avec un bon ratio entre privacy et sécurité. Et en fait, il y a toujours cette balance qui existe par rapport à ce ratio sur lequel on veut tendre. Et en fait, il y a des outils technologiques qui peuvent répondre partiellement à ça. Et donc, il y en a deux que je vais évoquer. Un, évidemment, le Zero Knowledge Proof, qui est une technologie qui permet de valider des informations sans les donner. Donc, c'est extrêmement intéressant. Et c'est très compliqué à appréhender, mais en fait, il y a pas mal de vidéos très bien faites sur le sujet. Mais l'explication, c'est on fait faire de façon très rapide différents types d'instructions à la personne qui permet de se rendre compte qu'il connaît une information sans lui demander l'information.
C'est ça, pour simplifier, c'est comme ça que ça marche, cette technologie du Zero Knowledge Proof. Et C'est ce que tu appelles le Zero Knowledge Proof, c'est ça, hein? le Zero Knowledge Proof. Zero knowledge proof. La preuve de divulgation de connaissances non nulles ou la preuve de non. D'accord. Donc, en fait, c'est une technologie, c'est un des moyens technologiques qu'on a pour essayer d'appréhender cette dualité entre la privacy et la sécurité et donc les enjeux mass market. Et en fait, aujourd'hui, on se rend compte que comme les enjeux technologiques ne sont pas tout à fait prêts, le mass market va plutôt sur des choses centralisées, passe par des exchanges, des plateformes, qui passent par des outils technologiques traditionnels, parce que les outils technologiques dans le monde 3.0, si je vais le résumer comme ça, ne sont pas encore tout à fait prêts pour être utilisés de façon mass market, et peut-être qu'ils ne le seront pas. Nous, notre pari, on a envie de croire que oui. C'est la réflexion. Et la deuxième chose, c'est la partie identité décentralisée. Donc, évidemment, elle est très proche du Zero Knowledge Proof. C'est demain, on aura une identité qui sera une identité numérique. Est-ce qu'on aura une identité à partir d'une adresse sur une blockchain? Si oui, est-ce qu'elle peut porter à ces informations qui permettent de valider le fait de rentrer dans des systèmes décentralisés sans pour autant compromettre son identité? C'est ça la clé. Et là également, on travaille avec des protocoles blockchain sur cette question parce qu'on pense que oui, le monde de demain aura besoin d'une identité pour interagir et se connecter avec tout un tas d'acteurs, comme par exemple des exchanges décentralisés. Mais la contrepartie, ça sera qu'il n'y aura pas une identification qui se rapporte sur ces individus. Ouais. J'ai cru que ça avait frosé. Tout est bon? Non, je voulais faire. En fait, je pourrais m'arrêter. Je pourrais ne pas m'arrêter de parler, donc je me force à couper un peu. Je comprends. Non, mais c'est passionnant. Non, ne t'arrête pas. Il n'y a pas de souci. D'accord. Donc, non, mais c'est hyper intéressant. Donc, du coup, est-ce que tu pourrais peut-être nous dire, alors, on en a parlé un petit peu aussi auparavant, un petit peu quelques mots sur SmartLink, sur Cardano, enfin, sur notamment des projets d'impact positif et notamment, je crois je ne sais pas si tu peux en parler hein, d'ailleurs. Hein, Oui, bien sûr. et puis, ouais. Alors, j'ai vu qu'il y avait une question aussi. Je ne sais pas si tu l'as sur discussion. Ah non, écoute, non, j'ai pas vu la question. Alors, Alors, n'hésite pas à poser la question. ouais, pas de souci. Donc, ouais, je vais peut-être prendre la parole après. Je réponds à une dernière question. Après, je vais répondre à vos questions directement. Mais donc, les différents projets sur lesquels nous intéressent, donc, il y en a évidemment le fait de créer des infrastructures du monde décentralisé avec tout un type de services qui peuvent être très larges, qui sont de l'exchange décentralisé, de l'assurance décentralisée, du prêt décentralisé, et tout un tas de services d'infrastructure qui pourront servir. Et nous, notre conviction, et c'est pour ça qu'on travaille beaucoup sur ces pays-là, c'est les pays de l'Afrique. Parce qu'on pense qu'il y a un vrai besoin, il y a une vraie attente de modèles plus justes et plus responsables, et il y a une vraie opportunité de déployer la technologie de façon très rapide, parce qu'ils sont beaucoup plus rapides que certains pays européens. Ils ont très bien compris l'intérêt. Et donc, on a travaillé avec des équipes sur place qui sont en Côte d'Ivoire principalement, mais on a d'autres pays avec une personne qui chapeaute cette partie Afrique. Et on travaille avec plusieurs associations au niveau local et national et même panafricain, si j'ose dire, pour essayer de résoudre une grosse partie de la déficience des infrastructures numériques et des infrastructures pour échanger de la valeur dans un monde décentralisé. Et donc ça, évidemment, beaucoup de projets sont en train de le faire, mais il faut aller jusqu'au end-to-end, il faut aller jusqu'au particulier, jusqu'à l'accord d'un point de vue national et territorial, c'est là où c'est le plus puissant. Donc ça, on y contribue à travers différents projets. Le deuxième sujet, c'est le sujet de l'impact, des preuves d'impact. Et donc là, on travaille sur un autre projet qui s'appelle le projet Cardashift, sur la blockchain Cardano. Et donc là, l'idée, la thèse d'investissement, c'est trois choses. C'est les projets à impact, et surtout les projets à impact qui sont issus du monde de la blockchain, ne sont pas forcément bien financés, parce que la mesure d'impact est très compliquée, et parce que la grille de lecture des fonds VC pour investir, elle est un peu old school. Ça, on peut le vérifier tous les jours, même s'il y a beaucoup d'argent, l'argent sur ces sujets-là, il est moins présent aujourd'hui. Deuxième thèse, la blockchain et les crypto-monnaies, dans notre écosystème, il y a beaucoup d'argent qui est parfois mal utilisé, même si on n'est pas là pour dire quel argent est bien utilisé ou pas. Voilà, il y a beaucoup d'argent et est-ce que cet argent-là, il ne serait pas mieux utilisé pour porter des projets à impact en Afrique que sur du Dogecoin, par exemple, où il y a
une énorme part de spéculation. Je ne suis pas du tout contre la spéculation. Je pense qu'une partie de la spéculation peut être mise sur des projets plus concrets et plus utiles. Absolument. Le lien qu'on essaye de faire. Et le troisième sujet, la troisième thèse d'investissement, c'est que ces projets-là sont mal accompagnés et le fait d'avoir des tokenomics avec des tokens sur ces projets-là peut les aider à être plus efficients. Tokenomics, c'est-à-dire le fait d'avoir des tokens sur ces projets, c'est-à-dire d'avoir des business models qui sont tokenisés. Très bien. Donc, qui peuvent être plus ou moins complexes. Ce n'est pas forcément que des projets numériques qui peuvent avoir des tokenomics. Et donc, si on a ces trois thèses de pas assez d'argent, de l'argent de notre écosystème et un accompagnement au sein de notre écosystème, en fait, on a un launchpad de projets à impact à destination de quelques pays africains. Donc, une plateforme de lancement de projets, c'est ça? De crowdfunding tokenisé. Exactement. Et en fait, il y a beaucoup de launchpads, il y a quelques launchpads qui sont positionnés dans notre écosystème, j'ai envie de dire, qui sont des launchpads qui, en fait, on connaît très peu d'informations sur la team. Il y a très peu de suivi, c'est one shot, il lève de l'argent, ça marche très bien, mais il y a très peu de suivi et c'est des projets qui sont des projets qui essaient de résoudre des gros problématiques technologiques généralement. C'est comme ça qu'ils se financent. Ou alors qui sont beaucoup dans le domaine du jeu. En ce moment, c'est un peu le jeu, les métaverses, le NFT, c'est ça qui est en train de dominer. Et c'était très intéressant. Mais on pense que, et c'est aussi pour ça que des clients qui sont venus nous voir et qui nous ont amené cette thèse d'investissement, et beaucoup de fondations et de projets blockchain qui travaillent sur ces sujets, donc là, en particulier Cardano, qui pensent qu'il y a une place à prendre pour des projets à impact sur des projets concrets, qui peuvent être des projets numériques ou non. Je pense par exemple à de la monnaie électronique en Afrique, c'est un des grands sujets qui est en train de naître sur Launchpad qui va être créé, sur lequel la tokenomics et la blockchain apportent une des solutions technologiques, évidemment, et sur lequel l'investissement peut être fait par des porteurs de projets grâce au Launchpad et à des investissements qui seraient faits en crypto. Donc en fait, on fait le lien comme ça et on fait la part des choses entre les investisseurs crypto-actifs, crypto-adeptes, qui n'ont pas accès à ces investissements, et ces porteurs de projets qui ont envie aussi d'avoir de l'investissement, mais une communauté active qui connaît bien ce monde numérique. Donc, c'est l'occasion de se rencontrer. Et donc, ça, c'est un des projets sur lesquels on a été sollicité, sur lesquels on essaie d'apporter une expertise technologique et stratégique. Excellent, excellent. Après, il y a une question effectivement de Sophie, que tu vois peut-être. Donc, si les projets de paiement blockchain se dotent d'une gouvernance, deviennent centralisés et permettent une forme de KYC, en quoi sont-ils différents, hors techno, des infrastructures actuelles? Exemple, instant payment. C'est une très bonne question. La nuance peut être… en fait, on peut très rapidement se dire, mais quelle est la différence si on revient dans le monde traditionnel? Qu'est-ce que la blockchain apporte? Et en fait, il y a quand même deux grosses différences fondamentales. La première grande différence, c'est quand même que ces infrastructures blockchain, elles peuvent se mettre à jour et elles ont une gouvernance qui est inhérente. Et la gouvernance peut être centralisée ou décentralisée, tout dépend de comment on la paramètre en fait. Mais par essence, elles ont une gouvernance parce qu'elles ont un token de gouvernance. Donc après, si le paramétrage est centralisé, en fait, on n'a pas les avantages de la décentralisation. Mais ce n'est pas grave parce qu'on l'a voulu comme ça. En tout cas, on peut avoir des effets de bord pour essayer de pousser vers la centralisation ou la décentralisation en fonction. Donc ça, déjà, on peut paramétrer pas mal de choses qu'on ne peut pas aujourd'hui avec les infrastructures actuelles qui sont assez silotées, qui sont par ailleurs plutôt anciennes et qui ne permettent pas d'accéder à des gouvernances de façon extrêmement simple. Donc, de façon inhérente, on a cette gouvernance. On a aussi cette deuxième aspect qui est intéressant, c'est que les blockchains, elles ont cette capacité à être interopérables aussi, c'est-à-dire à parler entre elles et à fournir de l'information numérique qu'elles peuvent déclencher de façon automatique, ce qu'on appelle les smart contracts, qui ressemblent plus à des scripts persistants ou de la donnée qui peut déclencher des opérations. Et ça, le monde du paiement, le monde traditionnel, en fait, ne dispose pas de cette infrastructure qui permet de le faire. Donc, il faut mieux doter les blockchains de ces plugins KYC, par exemple, etc. Mais dans un monde numérique adapté, parce qu'ils seront beaucoup plus puissants que les infrastructures actuelles de paiement. Et d'ailleurs, les géants du paiement ne s'y trompent pas, parce qu'ils sont en train massivement de se plonger dans la recherche et le fait de racheter des entreprises sur la technologie blockchain. Mais ils n'ont pas forcément le même intérêt. La décentralisation n'est pas forcément la promesse de ce que va faire un Diem avec Libra ou de ce que fera Amazon avec son coin quand il le sortira. Tout dépend de ce qu'on veut atteindre comme objectif à partir de ces infrastructures.
Ça marche. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Si, je pense que c'était pas mal. Après, peut-être que... Si vous voulez. Tout à fait, merci beaucoup. Peut-être, pour revenir un petit peu sur comment, les pôles d'activité de SmartChain, Ouais. et peut-être l'origine, tu disais qu'effectivement, c'était un mix entre de la recherche scientifique et du conseil. Donc, j'imagine que vous avez vraiment ces doubles compétences, à la fois probablement économique, business, et puis en même temps développement technique, Oui. blockchain. Peut-être en effet expliquer pourquoi on a fait ça comme ça. C'est parce Oui. que en fait, on est parti du postulat qu'on voulait déjà comprendre comment ça marchait technologiquement. C'est quoi une blockchain? Ça sert à quoi? C'est quoi une bonne blockchain? Quel est le vrai cas d'usage qui sont utiles sur la blockchain? C'est quoi les limites technologiques qu'on peut atteindre, etc. Et donc, on a essayé de vraiment faire de la R&D pour, OK, si on se projette, c'est quoi la blockchain dans 5 ans? C'est quoi ses caractéristiques? C'est quoi le cas d'usage? Vers où on va? C'est où que ça nous amène? Et on s'est rendu compte qu'en fait, il y avait deux mondes qui ne se parlaient pas. Il y avait le monde des entreprises qui font du conseil, les PwC, les EY, les Deloitte, qui sont capables de faire du conseil fonctionnel sur des blockchains, mais en fait, qui sont assez limités parce qu'ils n'ont pas de compétences techniques et technologiques, surtout en Europe. Parce que certaines équipes, je pense à des équipes US par exemple, peuvent avoir des équipes. Mais en Europe, globalement, les gros cabinets de conseil sont pas très très bons et n'ont aucune connaissance technique et technologique. Donc rapidement, ça va pas très très loin. C'est plutôt des intégrateurs en fait, dans l'approche. Et deuxièmement, il y a les core teams, on va les appeler comme ça, les teams qui développent les protocoles. Et en fait, ces équipes-là, elles sont très bonnes et très techniques. D'ailleurs, on a beaucoup de personnes qui sont des ingénieurs français de ces équipes-là. Le problème, c'est qu'elles sont loin des attentes business. Elles sont loin des utilisateurs end-to-end. Et donc, du coup, on s'est dit, il faudrait faire le lien entre les protocoles, qui sont très technologiques, qui sont un peu comme des langages de programmation, hein, simplifiés, d'ailleurs, qui créent des langages de programmation parfois pour ces blockchains, et les cabinets de conseil et les users, en fait, que je classe dans la même catégorie, finalement. Parce qu'ils sont plutôt utilisateurs de ces solutions ou ils conseillent des entreprises pour les utiliser. Et aujourd'hui, on se rend compte que entre les protocoles blockchain et les cabinets de conseil ou les users, il y a 2 à 3 ans de barrière technologique. Et nous, on veut être l'accélérateur de ce qui est en train d'être réfléchi par rapport à ces équipes de core dev pour les appliquer le plus vite possible et toujours avec cette conviction que la blockchain doit servir un peu l'intérêt collectif. Mais alors, justement, la prochaine question qui vient à l'esprit, c'est quelles sont les compétences aujourd'hui nécessaires pour accompagner un projet blockchain chez SmartChain, et quels conseils tu donnerais à nos élèves HEC Paris ou autres, ou même alumni, pour démarrer une carrière dans la blockchain avec bagage d'école de commerce et pas forcément beaucoup de code derrière soi. Ok. Alors, c'est une très bonne question. C'est aussi la complexité de la blockchain. C'est que moi, par exemple, j'ai bien compris la partie économie de la blockchain, mais j'ai mis beaucoup de temps pour comprendre fondamentalement les parties technologiques. Et en fait, la blockchain, c'est une technologie qui impacte quand même plusieurs aspects et plusieurs métiers. Donc, un bagage financier, c'est intéressant. Un bagage technique et technologique, c'est intéressant. Et l'un ou l'autre, ou un bagage juridique est toujours intéressant également parce que ça parlera sur une catégorie de besoins et de cas d'usage. Donc, chacun voit un peu midi à sa porte dans la blockchain. Ce qui est compliqué, c'est d'être transverse. C'est d'avoir une vue 360 de l'écosystème. Et donc, les compétences, et ce que je conseillerais moi avant tout, c'est de tester, de s'informer et de regarder les cas d'usage utilisables en ce moment. Qu'est-ce qui est faisable? Qu'est-ce qui est aujourd'hui appliqué et qu'est-ce qui est utilisé concrètement dans notre écosystème? Donc ça, c'est un point intéressant. Se former et utiliser des cas d'usage me paraît le b.a.-ba pour s'interroger de faire une carrière dans la blockchain. Et comment tu se former, ça veut dire quoi alors? Comment tu te formes? Il y a beaucoup de choses qui existent en open source sur le web. Il y a Binance Academy, par exemple, qui est l'académie du plus gros exchange sur la planète, qui propose beaucoup de contenu de très grande qualité. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a différents métiers qui sont très variés, sur lesquels la blockchain
recrutent en ce moment parce que c'est un secteur qui est extrêmement dynamique. Et donc, en fait, on se rend compte qu'il y a une panel de métiers qui est extrêmement large, qui va sur des profils qui sont plutôt économiques, des chefs de projet, des ingénieurs, mais aussi des personnes qui sont spécialistes au niveau légal et juridique sur ces questions-là, qui sont en train d'être recrutés sur ces questions-là. D'ailleurs, j'en profite pour faire un petit coup de pub. Le 13 janvier, on organise une conférence sur la blockchain et l'emploi. Donc, viendront quelques grands groupes, mais aussi des moins grands, pour parler justement de ce sujet qui est vaste, effectivement, qui est assez stratégique Oui. et pressant, en fait. Ouais. Donc, et présent et omniprésent. Donc, je vous invite évidemment à vous enregistrer. Quand l'événement sera enregistré sur le site. Aujourd'hui, il n'est pas encore. Mais ça va bientôt être d'actualité. Une dernière question, peut-être les next steps de développement pour Smart Chain, pour chacun des techniques, des domaines, donc technique, projet et puis business. Finalement, c'est les trois grands domaines que peut-être on pourrait imaginer aujourd'hui, en termes de c'est ça, fonctionnalité. en sachant que le business, c'est la compréhension, un peu comme les cabinets de conseil, c'est la compréhension de comment la technologie peut s'insérer dans le métier. C'est ça. Et en fait, on se rend compte que cette approche-là, elle ne doit pas être exactement la même que des cabinets de conseil classiques parce qu'aujourd'hui, le lien entre les cas d'usage technologiques et le monde réel sont très faibles. Donc, où on se dit c'est trop tôt, on n'y va pas, ou c'est pas intéressant, ou alors c'est très intéressant, mais on commence à parler à une communauté qui est la communauté de ceux qui ont de la crypto. Et en fait, aujourd'hui, l'écosystème crypto et la croissance des acteurs crypto, c'est concentré autour des personnes qui avaient de la crypto. Donc, par exemple, Ledger, qui est la pépite française, c'est évidemment quelque chose qui permet de stocker de la crypto. Sorare, qui est le Panini blockchain, c'est le jeu qui va permettre d'interagir et de gagner sur le blockchain Ethereum avec de l'Ether et en fait avec un écosystème où c'est des NFT qui s'échangent et donc c'est de la monnaie sur la blockchain. Et donc en fait, le lien entre les deux, c'est l'adoption de la technologie et du tooling technologique. Ça sera les wallets, ça sera les explorers, ça sera les applications qui vont devenir de plus en plus mainstream et on ne verra plus que c'est de la blockchain. Et à partir de ce moment-là, l'adoption existera de façon massive. Ça va très très vite aujourd'hui, mais il y a encore un delta technologique. Et on utilisera des cas d'usage blockchain comme on utilise Instagram sans comprendre exactement comment marche le web. Excellent, excellent. Il est 45, peut-être. Je dois Si filer jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser rapidement sur le chat. Je On vous va, donne on va mon mail, bientôt vous n'hésitez clôturer. pas à me faire Et un. tu peux peut-être mettre ton email. Avec Dans plaisir. tous les cas, déjà, merci beaucoup pour ton temps, pour toutes ces explications. Bravo pour Smart Chain, bravo à l'équipe Smart Chain qui a quadruplé son effectif en combien de temps, encore une fois? En, je sais pas, 6 mois à peu près. 6 mois, c'est pas mal. Et puis, encore merci pour ton invitation. On a Merci encore, David et merci pour ce ouais, que tu organises parce que tu as des invités de grande qualité les prochains. Donc n'hésitez pas à l'écouter. Même Pierre qui sera le prochain est extrêmement intéressant. Blockchain et éthique, c'est un sujet qui nous parle aussi.